Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Depuis le 25 novembre 2019, date à laquelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonçait son retrait de la course au double scrutin législatif et municipal de février 2020, accompagné d'un appel au boycott, l'exécutif n'a cessé de penser une stratégie visant à casser ce boycott. D'abord, Paul Biya, le 31 décembre, il appelait ses concitoyens à sortir massivement et le 9 février pour aller voter. Une dizaine de jours plus tard, c'est Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, en la faveur de la conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2020, qui montera lui aussi au créneau. Qui, l'agent du gouvernement dans tout le processus électoral, pense que tous ceux qui empêcheront les autres Camerounais d'exercer leur droit de vote rencontreront les muscles de l'État et, indépendamment de leur statut social, seront traités avec fermeté et conformément aux lois de la République. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information avec Cédric Noufelin. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Appel au boycott du double scrutin. Pour en parler, je suis en plateau ce soir. Appel au boycott, la réponse du gouvernement. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Charles Ngafongan. Bonsoir Charles. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, Charles, journaliste, syndicaliste. Et avec d'autres casquettes qui n'ont pas de valeur ce soir. Comment ça? Parfois... casquette là, c'est quoi? C'est le Manidem? Non, pas forcément. Casquette d'enseignant, casquette d'acteur de la société civile aussi. Ok. Bienvenue une fois de plus, Charles. Bonsoir Célestin Diamène. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs et merci encore une fois de m'avoir invité sur ce plateau de télévision Equinox Soir. Célestin Diamène du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Raphaël Ndougou, bonsoir. Bonsoir Serge Loto, bonsoir aux millions de téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes. Voilà, Raphaël Ndougou du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Président Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très très content d'être là ce soir. Et voilà, je pense que nous aurons un débat constructif. Voilà, Cyril Sambaka, vous êtes candidat législatif, à Vouri-Centre, c'est bien cela? Je suis candidat au législatif et au municipal. Municipal, Vouri-Centre et la mairie de Douala-Premier, c'est bien cela? C'est cela. Voilà. Bon, Raphaël Ndougou, vous avez suivi attentivement le ministre de l'administration territoriale hier? Bien évidemment. D'ailleurs, il est dans la continuité de ce que le chef d'État avait annoncé le 31 décembre. Vous êtes satisfait des propos utilisés? Les propos peuvent à un moment donné engager ceux qui les prononcent. Mais il se trouve que le fond, c'est ça que nous recherchons. Nous recherchons quoi? Il ne faut pas que les électeurs soient inquiétés le jour des élections. Oui. C'est ça la préoccupation du gouvernement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que le président de la République avait déjà annoncé cela le 31 décembre. Donc le ministre de l'administration territoriale est dans la continuité de ce que le président avait déjà annoncé. Célestin Diamène, le MRC a décidé le 25 de ne pas aller à ce double scrutin, appelé au boycott. Lorsque le ministre Paul Atanga, il reprend, il cite « Je n'irai pas aux élections et je ferai tout pour empêcher les autres Camerounais d'exercer leur droit de vote ». Est-ce que le MRC appelle, est-ce que vous allez empêcher les Camerounais d'aller voter le 9? C'est dans votre discours? Serge Alain, il me semble que quand j'ai écouté le discours du président Kamto au mois de décembre dernier, oui, il a bien indiqué que le 9 février, il fallait rester chez soi. Oui. Donc ne pas aller voter. Oui. Donc pas question qu'on mette des barricades pour empêcher les gens d'aller voter. Il a dit clairement. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. Donc la question qui est importante aujourd'hui, c'est de savoir le contenu de ce qu'a dit le ministre.
le ministre Atanganji, qui parle escalité comme porte-parole du gouvernement, a dit que les Camerounais doivent aller voter. Le verbe devoir implique une obligation. Or, à aucun moment, la constitution du Cameroun n'impose le vote aux Camerounais. Et ce n'est pas non plus anticonstitutionnel, puisque la constitution ne parle même pas de boycott. Il ne peut donc pas être anticonstitutionnel d'aller voter. Donc, M. Atanganji étale encore une fois de plus son illettrisme politique, sa barbarie politique, car il ignore complètement les textes fondamentaux du Cameroun. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Ce n'est pas la Belgique ici. C'est le Cameroun. Donc chacun est libre d'aller voter ou de ne pas aller voter. Moi j'ai une position personnelle sur le boycott, que vous connaissez très bien depuis le 25 novembre. On ne va pas y revenir. Mais je dis que dans ce pays, chacun, au vu des textes fondamentaux, est libre ou pas d'aller voter. Donc encore une fois, ce ministre se fourvoie complètement. Il fait davantage pitié que peur. Et ça me désole. Parce que l'image du Cameroun est déjà complètement abîmée. Il en rajoute sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire si un parti décide de ne pas aller aux élections. Mais d'où vient-il que ce ministre ne passe que son temps à s'agiter? C'est indécent. Est-ce que vous pensez qu'il s'acharne sur le MRC particulièrement? Ben, je crois qu'il a dit... Vous vous reconnaissez dans son discours là? C'est un récidiviste. Il a menacé à plusieurs reprises de dissoudre le MRC. Vous n'avez pas échappé au mois d'avril, au mois de mars 2019, nous étions encore en prison. Janvier. Et même après d'ailleurs. Oui. Il a menacé à plusieurs reprises de dissoudre le MRC, sans aucune base juridique. Je veux dire que le MRC n'a enfreint aucune loi républicaine. Quand on a parlé de marche, quand on a pratiqué les marches, il est avéré que les marches étaient réellement pacifiques. C'est-à-dire que personne ne nous a pris en flagrant délit de casse dans nos rangs. Il n'y a pas eu de greffons, il n'y a pas eu de casseurs dans nos rangs. Et c'est avéré. D'où vient-il qu'il fait croire, il fait passer que le MRC est un parti de délinquants et de voyous? Moi, je me considère ni comme un taliban, ni comme un voyou. Je me considère comme un militant de conviction qui a choisi un canal. Bien sûr que mon pays sera toujours au-dessus de mon parti, mais pour l'heure, j'ai choisi un parti qui semble le mieux à même de conduire cette nation à l'alternance. Mais il y a des questions parfois qui peuvent arriver au pays, dans le parti de divergence. Et je les assume complètement. Okay. C'est ça qu'il faut savoir. Président Sambaka, le problème véritable se situe au niveau du boycott. Boycott actif. Est-ce que vous avez décidé d'aller à ce double scrutin? Est-ce qu'à un moment donné, on vous a menacé par rapport à la journée du 9? Oui. À l'UDC? Dans Facebook, oui. Dans Facebook? J'ai une page dans Facebook et depuis que j'ai d'aller aux élections, vous jetez un coup d'œil à la page Sambaka officielle, vous allez vous en rendre compte. Mais je crois que le problème n'est pas là parce qu'il faut apporter un éclaircissement. Hein. Oui. Je pense sincèrement qu'il y a amalgame. Il y a amalgame parce que je ne crois pas savoir que le MRC ait dit qu'ils allaient empêcher des gens avec brutalité d'aller parler aux élections. Ce son de cloche vient du sud-ouest et du nord-ouest. Mais comme on a voulu créer l'amalgame entre les élections qui ont lieu au sud-ouest et au nord-ouest, on l'a mélangé avec le reste du Cameroun, alors que les élections libres et transparentes ne peuvent pas se dérouler dans ces deux territoires. Nous sommes allés au grand dialogue national. Et au vu de tous ces problèmes, on a dit qu'il fallait un statut spécial. Qu'est-ce qu'on met dans le statut spécial? Il était question que le gouvernement discute avec donc les différents belligérants. Je pense que ça a été fait pour certains et pas pour d'autres. Mais il fallait constater qu'avec le statut spécial, il était possible que le sud-ouest et le nord-ouest n'aillent pas aux élections et attendent la pacification. Le sud-ouest et le nord-ouest ont envie d'avoir une gouvernance à part. C'est-à-dire une gouvernance qui ne se fait pas du côté francophone, parce qu'ils ont leur méthode de gouvernance. Oui. Ce sont ces méthodes qu'ils veulent retrouver. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a mélangé le problème du sud-ouest et du nord-ouest avec le problème du Cameroun. Parce que les zones francophones au Cameroun sont des zones qui sont pacifiées. Ce qu'on reproche, c'est le code électoral. Mais nous sommes allés
à des élections avec ce code électoral et on a eu des fissures. Ces fissures ont permis de glaner des mairies et des postes de députés. Pour moi, il était question, n'est-ce pas, tout simplement que le mammouth étant très gros, qu'on élargisse la fissure et qu'on vide le mammouth. Donc, la politique est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Nous n'avons aucune garantie que ce que nous entreprenons aujourd'hui, nous allons voir les résultats. L'essentiel est d'avancer. Donc, c'est la raison principale pour laquelle, moi, je dis, c'est un amalgame qui a été créé. La situation du sud-ouest et du nord-ouest n'a rien à voir avec la situation de la zone francophone. Et eux, ils ont eu l'avantage, n'est-ce pas, qu'on leur concède un statut spécial. D'où vient-il donc qu'on concède le statut spécial et on les remet, n'est-ce pas, sur la même danse que la partie francophone, qui, elle, est pacifiée. C'est là où je me dis, est-ce que le gouvernement lui-même et son parti ne sont pas en train de vouloir profiter, n'est-ce pas, du boycott du MRC pour conserver tout? Et vous savez pertinemment que pour des partis comme les nôtres, qui avons connu 2 boycotts, en 92, législatives et municipales, en 97, les présidentielles, ça n'a jamais fait rien du tout au gouvernement. Au contraire, si on leur dit prenez 180 députés, ils prendront. Mais de l'autre côté, nous avons aussi un souci. Le souci que nous avons, c'est que nous avons des communes à gérer. Est-ce que nous allons laisser les communes que nous gérons entre les mains du parti au pouvoir? C'est-à-dire que nous allons dire à nos citoyens que nous gérons que voilà, nous, on abandonne, on vous laisse entre les mains de ceux qui font souffrir tout le monde. Donc, franchement, je pense que c'est très très difficile pour des partis comme les nôtres de penser un seul instant qu'ils peuvent boycotter. Voilà, Charles Ngafonga, je vais revenir sur cet extrait de Paula Tangandji. Malgré les écarts de comportement de certains acteurs politiques qui prônent le boycott du double scrutin du 9 février 2020, l'État respecte leur choix car ils sont libres de participer ou de ne pas participer à une élection. Par contre, ce qui est inacceptable et intolérable, c'est de dire par exemple que je n'irai pas aux élections et que je ferai tout pour empêcher les autres Camerounais d'exercer leur droit de vote. Face à de tels comportements rétrogrades, obscurantistes, les muscles de l'État se mettront en branle et toute velléité de désordre venant de quiconque, indépendamment de son statut social, sera traitée avec fermeté, conformément aux lois de la République. Lorsqu'on parle des acteurs politiques ici qui boycottent, est-ce qu'on pense au nord-ouest et au sud-ouest? C'est pour cette raison que d'emblée j'ai dit ici, bon, je ne l'ai pas encore dit, c'est ce que je pensais que ce qu'il faut reprocher à Tangandji ici, ce sont ces joutes verbales, oui. Ce vocabulaire qui assez souvent frise les déclarations de guerre. Mais intention, si on sort de ce vocabulaire-là pour analyser les causes profondes qui fondent son argumentaire, on peut lui donner raison. C'est clair. Quand on parle ici des hommes politiques, mais on fait référence au MRC. Et voyez-vous, dans la sortie du ministre, il essaye de comparer, de mettre au même pédestal le MRC et les ambazoniens. Mais il y a des faits, le journaliste Sableux vous fait. S'il y a des faits qui, effectivement, peuvent amener à faire ce parallèle-là. C'est-à-dire qu'il y a essayé de mettre sur la même table les deux entités. Les ambazoniens, donc ceux qu'on appelle sionistes, appellent les Camerounais à ne pas voter, notamment ceux du nord et du sud-ouest. C'est-à-dire qu'ils prônent le boycott. De l'autre côté, vous avez également le MRC qui prône le boycott. Chacun a sa démarche. Les ambazoniens, ceux qu'on appelle sionistes... Il y a le CPP aussi. Hein. Non. Attends, le CPP, c'était bien avant la présidentielle. Donc, on ne peut pas limiter. On peut opposer cela au CPP qui, depuis la présidentielle, n'était pas pour les élections. J'ai dit, les partis qui sont tancés ici, c'est bien le MRC, et les deuxièmes partis, c'est ceux qu'on considère comme des sionistes. Les sionistes font des déplacements en dehors du Cameroun, rencontrent les Camerounais de la diaspora, rencontrent la communauté internationale pour décrédibiliser, discréditer totalement le vote. C'est ce que fait, je ne sais pas, fort malheureusement le MRC. C'est-à-dire que si on met de côté, c'est-à-dire ces arguments, ces faits qui sont palpables, on peut comprendre la position du ministre qui essaie donc d'assimiler ce parti politique
aux sécessionnistes. C'est-à-dire qu'au final, on a l'impression que les deux entités poursuivent les mêmes objectifs, c'est-à-dire empêcher les Camerounais d'aller voter le 9 octobre. Et quand vous suivez cet extrait, si on parcourt correctement cet extrait, il dit effectivement que les Camerounais sont libres d'aller voter. Oui. Mais maintenant, le fait d'empêcher les gens qui ont la volonté de le faire, d'aller exercer le droit de vote, le droit des citoyens, il y a un problème, que les sanctions peuvent être prises à l'encontre de ceux qui se livrent à ce jeu. Donc, il est compréhensible, si on met sur la table les faits, on peut comprendre la position du ministre. Siri Sambaka tout à l'heure parlait de quelque sur sa page Facebook, on menace, mais est-ce que c'est la position officielle du MRC? Pourquoi? Mais voyez-vous, oui. Il y a des gens qui sur les réseaux sociaux se présentent comme étant des fervents militants du MRC. Le MRC n'a pas dénoncé ces positions-là, qui disent qu'ils sont prêts à... Parce que le MRC n'a pas condamné? Non, je dis si nous abreuvons aux faits. C'est-à-dire, les faits, c'est que il y a des personnes qui se présentent comme des militants du MRC qui disent être prêts à tout pour empêcher les Camerounais d'aller voter. Et une position qui, comme il dit encore fort malheureusement, rencontre celle de ceux qu'on considère comme les terroristes, les sécessionnistes ou encore les amazoniens. Oui. Donc, on peut donc comprendre la position du ministre. De la même manière que tout sera mis en œuvre pour châtier les sécessionnistes, on comprend aussi que le gouvernement a la même disposition envers les militants de MRC. C'est ce qui se passe là. Donc, on peut dire que c'est une coïncidence malheureuse, mais les faits semblent donner raison au ministre. Certains Djamel, je sens que vous voulez vous brûler d'envie de réagir. Mon cher Charles, tu es un garçon lucide, d'ordinaire, même encore maintenant. Il ne faut donc pas prêter le flanc aux inepties des ministres va-t-en-guerre. Avait-il besoin de faire une sortie sur la position d'un parti qui ne veut pas aller au vote? C'est son droit le plus strict. Et quand vous me parlez d'assimiler le MRC aux Ambazoniens, je trouve que c'est un peu fort de café. Ça n'a pas de sens. Les représentants du MRC ont le droit de faire des voyages à l'extérieur, de saluer même qui ils veulent, de rencontrer qui ils veulent, sans pour autant que ça remette en cause l'image du Cameroun, détruite par un système sanguinaire et satanique qui est le système actuel. Qui a détruit le Cameroun d'Aïdjo? Si ce n'est le RDPC, l'État parti RDPC. Le MRC est créé en 2012. Il eût fallu que ce soit un parti vraiment extrêmement monstrueux pour parvenir en 7 ans, sans être aux affaires, à détruire le pays. Il est bien évident que c'est ceux qui sont pour moi qui ont donc détruit le pays. Donc, qu'on arrête de nous raconter des farandoles. Le pays. Voilà des ministres brouillons comme ça qui viennent, comment dirais-je, enfumer tout le monde, faire du buzz. D'ailleurs, ils nous font de la publicité gratuite parce qu'on ne demande pas tant que ça, en vérité. La question fondamentale aujourd'hui, c'est la question, même si moi, à titre personnel, évidemment, je ne pense pas que le boycott soit la solution idéale pour renverser une dictature, dans ce contexte précis, je pense néanmoins qu'on doit respecter la liberté de vote dans ce pays. Tant que la Constitution reste en l'état, chaque citoyen a le droit ou pas de renoncer à ce droit-là par définition, ce n'est pas un devoir de voter. Donc, moi, je redis solennellement ici que il faut que ce ministre arrête de s'agiter. Le Cameroun n'y a pas une meilleure image depuis des lustres. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir nous faire croire qu'aujourd'hui, c'est à cause de M. Canton du MRC que le pays va mal. Ce n'est pas vrai. Le MRC n'a jamais été aux affaires. Voilà. Par quel miracle le pays serait rendu ingouvernable par le MRC? Ok, Raphaël Ndougo, justement, le ministre dit que selon les rapports reçus par les gouverneurs, ceux qui prônent le boycott des élections ne représentent même pas 0,0075% de l'électorat camerounais. Pourquoi donc cette levée de bouclier, puisque ça n'atteint même pas 1%? Pourquoi c'est sorti? Premièrement, M. Tou, il faut que certains propos soient retirés quand on est sur le plateau sérieux. Parce qu'il ne suffit pas pour un individu de dire c'est vous qui retirez le plateau qu'il est brouillon, que c'est un système satanique. Nous sommes des Camerounais et nous pensons que le pays doit aller en avant. Même quand n'importe quel parti sera au pouvoir, le pays va en arrière. Il n'y a personne qui acceptera qu'on traite son ministre d'un gouvernement de brouillon. Mais il est brouillon. Ou d'un système satanique et sanguinaire. Il est brouillon. Lorsque je l'ai dit, je vais tenter de répondre à votre préoccupation. Oui. Il se trouve que le gouvernement a pour mission de sécuriser les élections au Cameroun. Donc, le gouvernement est ce qu'on appelle responsable de l'intégrité territoriale. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue sur ce qui venait même de dire tout à l'heure, parlant par exemple des réseaux sociaux.
Nous savons que même les marches blanches du 25 janvier 2019, le mot avait été lancé par là, 26 si vous voulez, ça avait été lancé par les réseaux sociaux. Donc on ne saurait négliger cet aspect-là. Le gouvernement va parler dormir parce qu'on se dit ces personnes qui prennent le mot d'ordre ne représentent même pas 0, tout ce que vous avez cité. Non. Le gouvernement doit laisser... c'est le ministre mais le gouvernement, c'est pas pour autant que le gouvernement va dormir. Parce que si nous prenons aujourd'hui, le président Sambaka l'a dit, l'élection présidentielle s'est déroulée dans le nord et le sud-ouest, comme il s'est déroulé, avec le code électoral, avec les problèmes qu'on connaît. Donc aujourd'hui, ça ne doit pas être, je dirais pas en fond de commerce, ça ne doit pas être ce sur quoi on va s'appuyer forcément pour demander aux populations de ne pas aller remplir leurs devoirs. Parce que si j'envoie mon enfant à l'école, monsieur, vous n'allez pas m'empêcher d'envoyer mon enfant à l'école parce que vous n'envoyez pas le vote. C'est un exemple. C'est pour dire que quelqu'un qui va aller remplir son devoir de citoyen doit être en sécurité, ne doit pas être inquiété. Vous savez ce qui me gêne dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, parce que la politique va nous embrouiller, je vais dire ça comme ça. Ça dit qu'au point où des personnes sérieuses que nous connaissons vont se transformer parce qu'il faut à tout prix que le président Biya s'en va. Normalement, il va partir. Mais maintenant, est-ce qu'on pense quand même au Cameroun? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les altercations que nous vivons au quotidien dans les réseaux sociaux doivent interpeller non seulement les partis politiques, mais le gouvernement se doit le droit de veiller. Quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé à l'ambassade de France, du Cameroun en France, ce qu'ils ont fait en France comme en Allemagne, se sont prononcés comme étant du MRC. Non, c'est archi faux, monsieur. Non, rétablissez la vérité. Il n'y a jamais eu de responsable dans la diaspora qui se soit présenté, pour ceux qui étaient dans l'ambassade, comme des militants du MRC. Et le ministre Sadi a fait l'objet d'une plainte pour dénonciation calomnieuse à Paris. Et depuis là, il s'est tué. Parce qu'il ne peut pas apporter la preuve que les militants, ceux qui ont saccagé l'ambassade, étaient des militants du MRC. Ils se sont prononcés très clairement qu'ils étaient des militants, des Camerounais de la diaspora, qui n'avaient strictement rien à voir avec le MRC. Ça, c'est la vérité établie, monsieur. Très bien. Ne venez pas raconter des bêtises sur un plateau de télévision. Monsieur N'Djamène doit donc prendre les notes lorsque les autres prennent la parole pour répondre. Parce que quand il parlait, tout le monde l'écoutait religieusement. Ne dites pas donc des contre-vérités. Parce que vous avez déjà été... Vous dites une contre-vérité, monsieur. Et notez, vous dites une contre-vérité. Avoir la possibilité de répondre. Beaucoup de Camerounais être poursuivis comme monsieur René Sadi. Jusqu'ici, vous ne voulez pas... Dénonciation calomnieuse. C'est ce que je viens de noter tout à l'heure. La politique transforme les gens, monsieur Alain Autou. Et c'est ce qui n'est pas une bonne chose. Faisons la politique autrement. Maintenant, ce qu'il vient de tout à l'heure m'amène donc à dire ceci. Premièrement, il faut bien que la communication du MRC soit prompte dans ce qui se passe. Deuxièmement, il faut que le MRC, lorsque ce n'est pas son militant qui pose un acte ou bien qui fait des déclarations, que ce soit dit de manière officielle. Parce que il y a ce melting pot là qui fait en sorte que les gens qui contestent la façon de gouverner de M. Biya, qui ne sont pas dans un parti politique, mais ils font des sorties et vont prendre la casquette du MRC. Ça fait qu'on jette le discrédit sur le MRC et le MRC ne dit rien. Normalement, le MRC doit donc pouvoir se prononcer. Un peu comme M. N'Djamène le fait tout à l'heure, parlant des ambassades. Mais pourtant, on sait que ceux qui étaient dans l'ambassade du Cameroun en France, beaucoup se sont revendiqués comme étant du MRC. Maintenant, s'il veut nous dire le contraire, comme il veut le faire, c'est son droit le plus absolu. Mais moi, je pense qu'on n'a pas besoin de tout cela. Si les Camerounais ou certains partis politiques ont décidé d'aller aux élections, parce que M. Sambaka vient de vous le relever, que le boycott autrefois n'a rien apporté aux Camerounais. D'ailleurs, le président Kamto lui-même l'avait également dit peu avant, pour dire qu'il ne prendrait pas aux élections. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que les guerres que nous suivons au quotidien, dans les réseaux sociaux là, il faut bien que cela soit arbitré. Doit-on donc dire qu'il faut former nos militants dans les différents partis politiques, et notamment du MRC? C'est là toute la question. Parce que beaucoup n'ont même pas de carte d'adhésion. Mais, voyez-vous, il suffit de vous asseoir derrière le téléphone, et puis vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Qui doit donc dire non? Celui qui a fait les sorties là, nous on ne le reconnaît pas. Il faut bien que la communication du MRC fonctionne là-dessus. Maintenant, je vais finir par ce que M. Atangadi a dit. Moi, je vous ai dit d'entame tout simplement que c'est la continuité. Le chef d'État a dit qu'il prendrait toutes les dispositions pour que les élections se tiennent, notamment dans le Nozo. C'est vrai que, moi, je vous ai dit ici que ce n'est pas très évident pour les partis qui ont pour bastion cette zone-là, véritablement de s'exprimer. C'est peut-être pour ces raisons
que le président Sambaka disait tout à l'heure, parlant du grand dialogue national et du statut spécial. On aurait dû. Mais maintenant, quand on va aller aux élections de ce côté-là, il faut bien que ceux qui vont accepter... Vous êtes du RDPC, pourquoi on va dans les élections? Le grand dialogue national ne concernait pas seulement le RDPC. Alors, on va aux élections dans ce contexte. Le mandat, on va aux élections au nord-ouest et au sud-ouest. Justement, et ils étaient des hauts cadres de l'administration, des hommes d'église, des hommes politiques. Ils ont proposé un statut spécial. Oui. Maintenant, peut-être ce statut spécial viendra après. Là, je ne réponds pas escalité du RDPC ici. Je pense également, comme beaucoup d'autres, que le SDF qui a pour bastion cette zone-là n'aura peut-être pas ces élus qu'il a souvent eu dans les années passées. Non, ça c'est sûr, mais certainement, si on se dit que l'élection va se tenir là-bas, on pense donc que ceux qui vont aller voter doivent le faire en toute sécurité. C'est également tout ce qui le gouvernement demande. Et même le ministre Atangandji, peut-être dans ses propos durs, que je ne veux pas assumer ici. Mais je pense quand même que nous devons le fond. Pas les propos de non, je ne peux pas assumer très bien. On parle le fond de ce qu'il dit. Et on se dit, il ne faut pas que les militants de l'UDC, les militants des autres partis politiques soient inquiétés. Et c'est le travail du gouvernement de sécuriser... Donc, vous désapprouvez les propos d'Atangandji sur ce plateau. Ok, merci. Président Sambaka, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'amalgames. Oui. On a vu des leaders sécessionnistes dire, ils se sont même prononcés point lockdown, c'est-à-dire du 7 au 12. Oui. On ne voit personne dehors et ceux qui vont, on va dire comme ça, transgresser cette disposition seront châtiés, entre guillemets, je reprends. Mais de l'autre côté, le MRC, le 25, disait que boycott, il appelle les Camerounais à rester chez eux. Vous dites donc qu'il y a un amalgame. Oui, je dis... Écoutez attentivement les extraits du ministre. Oui, je dis qu'il y a un amalgame parce qu'il mélange tout. Oui. Vous comprenez? La position du MRC, le MRC, je ne connais pas son implantation dans le sud-ouest et le nord-ouest, mais le MRC est suffisamment implanté dans la zone francophone. Ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Vous comprenez? Je le regrette moi personnellement parce que moi j'ai l'expérience des boycotts. Nous avons boycotté avec le SDF en 92, nous avons boycotté en 97, le RDPC s'est frotté les mains. Parce que même s'ils ont 180 députés et 360 communes, ça ne va pas les gêner parce que à l'intérieur même du RDPC, les gens bataillent tous les jours, les gens s'entretuent pour avoir des positions. Donc ils sont suffisamment nombreux pour occuper ces postes-là. Maintenant, ce que je ne comprends pas et je n'admets pas, c'est que le problème du sud-ouest et du nord-ouest ne doivent pas être mélangés. Parce que le problème du sud-ouest et du nord-ouest est spécifique. Donc, si les ambazoniens disent qu'il n'y aura pas élection là-bas, moi je crois qu'il n'y aura pas élection là-bas. Mais si le MRC dit qu'il n'y aura pas élection, tout simplement comme ils le disent, parce qu'ils ne disent pas qu'ils vont aller tuer les gens, il y aura élection. Vous comprenez? Parce que la zone francophone est pacifiée. Et ce sont les adhérents du MRC, pour la plupart, qui n'iront peut-être pas aux élections. Donc, ce que moi j'entends dire, c'est que on me demande comment je peux aller aux élections quand les gens du nord-ouest et du sud-ouest sont en train de mourir. Ils n'ont pas commencé à mourir aujourd'hui. Ils ont leurs problèmes spécifiques. Et c'est la raison pour laquelle je dis encore que ce statut spécial est capable de leur donner même le fédéralisme. Il faut qu'on soit sérieux parce que c'est le dialogue. Et il faut savoir que le système anglophone est un système qui est différent du système francophone. Et c'est une richesse terrible pour le Cameroun. Mais si on ne veut pas donner la possibilité et la latitude aux anglophones qui ne veulent pas quitter le Cameroun, mais qui veulent avoir un système différent, vous savez que la préfectorale, les anglophones ne la connaissent pas. C'est un système francophone. Les anglophones ne connaissent pas les gendarmes. Les anglophones ne connaissent pas plein de choses.
toutes choses que nous, on a vécues depuis la colonisation et après les indépendances. Donc, le dialogue qui doit s'instaurer ne doit pas créer un amalgame. Parce qu'un francophone qui dit qu'il ne va pas aux élections parce que les anglophones sont en train de souffrir, c'est de la démagogie. Voilà. Par contre, ce que moi je pense, c'est que la zone anglophone ne peut pas aller aux élections parce qu'il ne peut pas avoir des élections libres et transparentes. Il y a des gens qui sont au Nigeria, il y a des gens qui sont partout au Cameroun. Ils ont vidé ces zones-là. De quelles élections parle-t-on? Or, ce sont des élections de proximité. On peut forcer les élections présidentielles, mais on ne peut pas forcer les élections de proximité. Vous comprenez? Les élections de proximité, ce sont les maires. Les maires sont où là-bas? Ils sont du côté francophone. Donc, c'est la triste réalité. Et devant des faits établis comme cela, on doit pouvoir prendre des mesures. Et ces mesures-là sont possibles parce qu'ils ont un statut spécial. Maintenant, quand il n'y aura pas d'élection là-bas, ce que moi je souhaite, honnêtement, c'est que le chef de l'État en tire des conséquences et annule cela. Parce qu'il a la possibilité de le faire. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il n'y aura pas d'élection là-bas. Mais que nous ne disons pas ici que nous n'allons pas aux élections parce que les anglophones sont en train de mourir. Ça n'a rien à voir. Ok. Charles, vous vouliez réagir rapidement? Oui, je disais qu'il ne faut pas s'attarder au vocabulaire guerrier d'Atangadi, mais qu'il faut ici analyser le fond du problème. Est-ce qu'il y a un boycott qui est prôné par des partis politiques, également par des leaders amazoniens? Oui. Voilà. Mais allons-y interroger le boycott. Quand il parle d'amalgame, effectivement, je vois ici que le président Sambaka refuse de mettre le doigt dans la plaie. Puisque l'amalgame ici, il le dit, l'amalgame c'est au niveau des positions que le gouvernement prend, en mettant dans le même panier le MRC et les leaders amazoniens. Mais une fois qu'on sort dans la véritable amalgame, c'est la position du MRC. Claire, quand vous dites qu'on mélange les régions francophones aux régions anglophones, mais qui mélange? Les Amazoniens ont dit qu'il n'y aura pas d'élection au nord-ouest et au sud-ouest. Ils s'arrêtent là. Ils sont prêts, avec tous les moyens qui sont les leurs, à user de représailles vis-à-vis de tous ceux qui iront aux élections. Maintenant, le parti qui fait l'amalgame, c'est le MSD qui dit il n'y aura pas. J'appelle tout le monde à boycotter les élections dans tout le Cameroun, aussi bien dans la zone francophone que la zone anglophone. Donc c'est là où il y a l'amalgame. L'amalgame, c'est que, comme Samaka le dit, qu'on mette dans le même panier toutes les régions du Cameroun. Ça, c'est compréhensible. Donc, est-ce que le boycott est une réalité? Oui. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui appellent les Camerounais à ne pas voter? Il y en a qui usent de représailles de tous les moyens qui sont les leurs pour les empêcher de le faire. Et je dis encore une chose, chacun a le droit de participer ou non à une élection. Maintenant, empêcher les gens d'aller exercer leur droit de vote par quelques moyens que ce soit une violation de leurs droits. Maintenant, il faut le dire à la suite de Sambaka que les élections municipales dans ce pays, les artistes, surtout municipales, sont les seules élections où il y a un soupçon de crédibilité. On l'a vu dans les grandes villes du Cameroun, ici à Douala. On a dû reprendre les élections législatives en 2007 à Douala, à Vouriest. Ça, c'est clair. On a vu que si vous prenez aujourd'hui la sociographie de tous les mairies de Douala, je crois que Célestin a été conseiller, il est encore conseiller municipal jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que plusieurs partis siègent dans les conseils municipaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que, avec les mêmes lois sur lesquelles on s'est basé pour organiser les élections il y a 5-6 ans, qu'aujourd'hui, les choses changeraient. C'est-à-dire qu'on a été habitué à ces élections-là. C'est les seules élections où les citoyens ont la possibilité véritablement d'exercer leur droit de vote et de défendre leur vote. C'est les seules élections où, assez souvent, surtout dans les grandes villes, les résultats ne sont pas assez souvent disputés. Donc aujourd'hui, si on s'en tient seulement à ces fêtes, parce que ce sont des fêtes, alors on ne peut pas comprendre qu'on appelle les citoyens camerounais, même ceux qui sont envie de vous aller voter. Moi, à la suite de ça, moi j'appellerais tous les Camerounais inscrits sur une liste électorale. D'ailleurs, quelqu'un circonscription électorale que ce soit, d'aller voter le 9 février. Pourquoi? Parce qu'il serait de leur destin. Les conseils municipaux, c'est également destin. Ils vont décider qu'ils désirent leur destin, et il est facile pour eux de toucher le conseiller pour présenter le problème qu'on a dans son quartier, et que ce conseiller puisse porter cette affaire devant le conseil, défendre, afin que les moyens soient mis en œuvre pour résoudre le problème. Donc Célestin disait qu'il n'est pas pour le boycott en dictature. Hein? Non, j'ai dit très bien ceci. Non, Célestin a sa position, mais voyez-vous, j'ai dit, il y a des personnes qui se réclament du MRC, malheureusement,
qui ont décidé d'user de tous les stratagèmes pour empêcher les Camerounais d'aller voter. Et on a dit que au MRC, tout s'est limité à la déclaration de Moscou. Voyez-vous, non, ils disent contre-vérité. Non, ils disent, voyez-vous, il y a des campagnes qui sont menées, les campagnes de boycott, vous le savez. Oui, mais c'est pas de perturbation. Oui, non, pas de perturbation. Voilà. Vous dites de perturbation. Il faut pas mélanger. Est-ce que ces personnes-là demandent d'empêcher d'autres Camerounais d'aller voter? Non, mais voyez-vous. Dire seulement que bon, restez chez vous. Non, je dis très bien ici, vous avez bien vu que Sambaka a dit que sur sa page Facebook, il y a des menaces. Oui. Il y a des gens qui usent de menaces, ça c'est clair. C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'ils peuvent mettre leurs menaces à exécution? Là est tout le problème. Mais est-ce que face à toutes ces situations, le gouvernement va bomber le torse? C'est ce qu'il veut dire. Donc on peut comprendre. Il dit toujours, laissons de côté le vocabulaire guerrier, essayons de comprendre le problème en profondeur. Est-ce qu'aujourd'hui, le boycott profite aux Camerounais? Sambaka dit, s'ils ont eu des expériences du boycott, cela ne profite pas. Est-ce que cela fait avancer la démocratie? On a en tout temps appelé les Camerounais à s'inscrire. On a appelé les Camerounais à aller exercer le droit de vote. Comment quelques années plus tard, au moment où les Camerounais commençaient à prendre goût à la politique, qu'on les appelle une fois de plus, je ne sais pas, d'adopter leurs habitudes d'il y a 10 ans, 15 ans. Donc là, il y a tout le problème. Là, on se demande, est-ce que le boycott apporte une valeur ajoutée à la démocratie ou encore à l'avancement du Cameroun? Oui, alors je voulais quand même que les choses soient dites clairement. On ne peut pas parler de boycott en mettant sur le même pied d'égalité le MRC, le CPP et les Ambazoniens. Boycotter, c'est faire valoir des conditions pour prendre part à un vote. Les Ambazoniens disent qu'ils sont dans leur territoire, que le Cameroun, la République du Cameroun, a envahi leur territoire. Par conséquent, ils ne boycottent pas. Ils disent qu'il n'y a pas de vote ici. Le boycott politique, c'est autre chose. C'est-à-dire que si les conditions sont satisfaites, on peut ensuite prendre part à ce vote. Or, pour les Ambazoniens, dans leur pays, entre guillemets, il ne peut y avoir de vote puisqu'on n'est pas au Cameroun. Maintenant, sur l'exemple que vous prenez sur Douala 5e, qu'il y a un soupçon de crédibilité, non. Il y a un soupçon d'incrédibilité à partir du moment où on reprend les élections. On dit qu'il y a eu triche. Donc il y a un soupçon d'incrédibilité. C'est une évidence. L'ADN du RDPC, le RDPC c'est quoi? C'est l'administration. Vous siégez dans un conseil municipal, c'est non, ça? Non, bien sûr, j'assume, bien entendu, je suis conseiller municipal à Douala 1er, jusqu'à l'heure où je parle, même si j'étais candidat ailleurs. C'est pour dire que, à partir du moment où on reprend un vote, on a d'autant plus de raisons de se méfier d'un système. Et dans le contexte historique électoral camerounais, de tout temps, à partir de 92, quand Frondi gagne la présidentielle, ils ont mis en place un système de fraude scientifique, sophistiqué. De sorte que, effectivement, si vous ne prenez pas en main la surveillance des bureaux de vote, eh bien, vous êtes pratiquement sûr de perdre les élections. Mais ils ont déjà payé les Et c'est sur ça, justement, que les partis politiques doivent travailler. Ils doivent mettre en place des divisions, des bataillons, pour faire en sorte que les candidats, les scrutateurs, soient formés au code électoral de manière à défendre véritablement leur vote dans le suffrage. Mais les partis le pic d'audience que le MRC avait atteint nous permettait de penser que ces élections 2020, on les gagnerait dans plusieurs communes, on aurait eu un score plus que satisfaisant. Vous n'avez qu'à vous apprendre à vous-même. Donc, la question n'est pas là. Donc, le problème, c'est qu'on a un ministre, je le répète, brouillon, qui fait dans la farandole, qui fait dans le buzz, qui fait dans l'agitation. C'est ça qu'il faut dénoncer. On ne peut pas entendre dire à un ministre que ne pas aller voter est anticonstitutionnel. C'est une imbécilité. Puisque la Constitution ne parle pas du boycott, par définition, il n'y a pas d'inconstitutionnalité du vote, de l'absence du vote. Interrogeons le boycott. Donc, c'est pour dire aujourd'hui qu'il faudrait que le Camerounais comprenne une chose. On doit travailler les consciences. La démocratie, elle ne viendra jamais de l'extérieur. C'est nous qui allons l'imposer ici au Cameroun. Donc si le MRC n'a pas d'élection, les autres n'ont pas le droit d'y aller. Non, la démocratie, c'est nous qui allons l'imposer. On ne demandera pas la démocratie à bien. Pas plus qu'on nous demandera un meilleur code électoral, nous allons l'arracher. Oui. Parce que la politique, c'est la stratégie, l'action et le rapport de force. Donc moi, en tant qu'homme politique, je travaillerai à ce que les Camerounais prennent conscience qu'ils ont le pouvoir. D'ailleurs, le peuple, c'est quoi? Le peuple a le pouvoir suprême.
Donc c'est à nous de faire prendre conscience à nos compatriotes qu'ils ont ce pouvoir-là. Et c'est à eux, disons, de créer cette atmosphère, d'imposer au Cameroun la démocratie. Nous parlons de boycott. Et rien d'autre. Mais oui, le boycott, ça fait partie. Nous parlons de boycott. Le boycott fait partie de ces démarches-là. Le boycott va venir en conscience. Si on se rend compte que le peuple n'a pas envie d'un système, n'a pas envie d'une opération électorale factice, c'est au peuple en conscience, pas simplement militant du MRC. Ce peuple de le décider. Et à lui seul. Moi, je peux vous dire très rapidement, oui, président, avec l'expérience, qu'en 1997, il fallait faire le tour des villes. Il n'y avait pas une mouche qui bougeait. Parce qu'on avait prôné le boycott, on avait menacé personne, on avait dit on boycotte. Mais ça n'a pas empêché le pouvoir de prononcer le résultat que lui, il avait de 97%. Vous comprenez? Et vous vous êtes dit que plus jamais ça. Mais plus jamais cela. Parce que quand vous boycottez, ils sont contents. Et rien ne bouge. Vous comprenez? Mais maintenant, ça c'est les élections présidentielles. Le Cameroun a échoué par où? Par le haut. On ne peut pas laisser les populations là, dans les communes, les communes rurales, etc., urbaines. On ne peut pas laisser les populations entre les mains du RDPC encore? Du RDPC. Vous comprenez? On décrit, on fait le bilan, on voit que ça ne marche pas. Maintenant qu'on obtient une sorte de décentralisation, d'ailleurs, que j'apprécie à moitié, on se rend compte que ces communes-là vont devenir des vecteurs de développement. Et des communes qui doivent devenir des vecteurs de développement, il faut l'abandonner au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, lui, il a succédé aux colons. Et il a cette habitude des colons. C'est-à-dire que la méthode participative n'est pas son affaire. Vous comprenez? L'achat de conscience pendant les élections, et puis après, le dictat. Donc, les populations s'en sont rendues compte. Les populations ne peuvent pas être abandonnées à elles-mêmes. Okay. Je dis là où moi j'ai des communes, même si vous me proposez je ne sais pas quoi, je vais aux élections parce que je ne peux pas abandonner ces populations. Là où je ne suis pas, je cherche à être là-bas parce que j'estime que je peux apporter quelque chose. Donc moi, pour moi, qui ai vécu des boycotts, qui ai pratiqué des boycotts, je sais que le boycott ne résout pas le problème. Mais le problème du sud-ouest et du nord-ouest doit être écarté de ce problème. Parce que le problème du nord-ouest et du sud-est a sa spécificité. Et je comprends parfaitement que les gens ne vont pas quitter Douala, je sais pas, partout au Cameroun, Yaoundé, pour aller voter là-bas. Ce n'est pas possible. Voter même qui? Alors que les maires ont fui. Donc, c'est clair qu'on a créé un amalgame, n'est-ce pas, pour nous faire croire que tout le Cameroun peut voter. Tout le Cameroun ne peut pas voter, mais les zones francophones... Il faut dire qui a créé l'amalgame. Il n'y a rien à faire. C'est clair. La partie francophone n'a pas le même problème, n'a pas ce problème de vote. Les gens vont aller aux élections et j'espère que je vais protéger mes voix et que ma voix, je pourrai exposer mon programme. Donc, vraiment, on ne peut pas me dire d'attendre encore 5 ans. C'est pas possible. Ok. Raphaël Ndougo, ce boycott du MRC, ça vous arrange au RDPC? Malheureusement, non. Je vous l'ai déjà dit. Je suis de Nyon et So. Il n'y a aucun autre parti politique là-bas en compétition. Vous voyez ce joueur-là qui est déjà prêt à mouiller le maillot et que sur le terrain, il n'y a pas d'équipe adverse. Ça ne peut pas m'arranger, moi, en tant qu'individu. Maintenant, qui est-ce qui a créé ça? Quand je suis Saint-Germain parler, vous voyez qu'il garde la partie de son... Si vous voulez, il prend le côté de son parti, mais il a bien des choses qu'il a dit. Et que beaucoup de, je dirais pas des militants, mais des sympathisants peut-être, du MSC, fustigeaient au quotidien lorsque un jeune homme, si vous voulez que j'appelle ainsi un président de parti politique, Cabral Libye, n'a cessé de demander après l'élection présidentielle au Cameroun d'aller s'inscrire. Moi, il me souvient que j'ai vu des applications sur Facebook où on disait qu'il était le pion du RDPC et que sais-je encore. Or, sécuriser le vote tel qu'il a dit est une très bonne chose. Aller voter et en est également une autre. Changer les affaires en est une autre. Même maintenant, qui sont absents, à quel moment est-ce qu'ils vont changer? Seulement dans 5 ans. Voilà, on va revenir après le journal. Le temps d'aller à la rencontre de Cédric Noufélé, qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la tragédie survenue au lycée de Nkolbison à Yaoundé, où un enseignant vacataire, à peine 25 ans, a été tué à l'aide des armes blanches. L'auteur, un de ses élèves, a été placé en garde à vue. Quelles sont les circonstances de ce meurtre survenu sur le campus scolaire de ce lycée? Comment en est-on arrivé avec cette résurgence de la violence meurtrière, délinquance juvénile en milieu scolaire? C'est le dossier du 20h à suivre dans ce journal dans quelques instants. Nous parlerons de la répartition du budget d'investissement public. Tenez-vous bien, la région du centre et la région du sud recevront cette année 457 milliards de francs CFA. Cela représente 45% du budget d'investissement public. Pendant ce temps, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest reçoivent à peine 15% de ce budget. Comment sont établis les critères de répartition du budget d'investissement public au Cameroun? Vous écouterez dans le journal des économistes et des parlementaires s'exprimer sur cette répartition qui suscite déjà la polémique au Cameroun. Et le ministre des Finances qui a choisi la région de l'Ouest pour le lancement de l'exécution du budget de l'année 2020, les innovations et également les attentes du secteur privé ont-elles été comblées? Élément des réponses à suivre ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief du journal. Madame, monsieur, place tout de suite au 20h de Cédric Noufélé. Le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie Equinox Soir, partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Ndoubou, Célestin Djamen, Cyril Sambaka et Charles Nga Fungan. Charles Nga Fungan, là j'interroge l'enseignant que vous êtes. Est-ce que, au vu de ce qui s'est passé, vous avez quelque part peur? Vous aurez peur demain lorsque vous allez rentrer en salle? Moi je pense que je suis resté la bouche fermée pendant près de 5 minutes après que j'ai appris cette information. Oui. C'est très difficile. On se rend compte qu'on n'est pas à l'abri, malgré tous les contrôles qui se font à l'entrée des établissements. Voyez-vous, ce jeune a utilisé un compas qui est un matériel autorisé dans les salles de classe. Donc personne n'est à l'abri. Je crois que le mal est partout. Je ne sais pas si c'est un sort comme ça qui est jeté sur le Cameroun tout entier qui se porte finalement mal partout. Okay. Célestin Djamen. Oui, il y a eu Deido, comme je disais, il y a eu Deido l'année dernière, lycée bilingue de Deido. Aujourd'hui, c'est l'enseignant. Deido, c'était un élève. Entre des élèves qui étaient partis d'un autre établissement, qui se sont retrouvés au lycée bilingue de Deido, et Poignard, le petit est parti. Aujourd'hui, c'est un élève qui met fin au jour de son enseignant. C'est assez triste, c'est assez émouvant parce que quand on voit l'âge de l'enseignant, 25 ans, on aurait pu se dire d'intégration, aurait pu être effectivement notre jeune frère, notre fils, etc. Donc pour sa famille, effectivement, c'est même pour le Cameroun, pour voir des jeunes enseignants en mathématiques, surtout parce que le Cameroun a considérablement besoin d'un enseignant en sciences, c'est extrêmement difficile à supporter. Cependant, sur le plan, j'allais dire, des contrôles de sécurité dans les établissements scolaires en général, il faut davantage former le personnel de surveillance. Parce qu'effectivement, c'est vrai que là, dans le cas d'espèce, ce n'était pas un couteau, c'était une arme, comme dit Charles, un instrument autorisé, soit pour les études. Mais je crois que les enseignants seraient davantage, comment dirais-je, plus amenés à être formés, n'est-ce pas, à la psychologie de l'éducation. Parce qu'on peut, si on est formé à cela, il y a les NIEG ou les écoles de formation de professeurs ne doivent pas seulement se limiter à l'enseignement didactique, technique, théorique. Il faut aussi mettre en place une éducation, j'allais dire, presque psychologique et émotionnelle, du management de l'adolescent, des adolescents en général. Parce que l'attitude d'un des élèves en classe peut vous interpeller, n'est-ce pas? De manière à quand même, sans pour autant l'agresser, mais mettre en alerte
certains types de comportements dans l'établissement, dans les classes, effectivement. Ce n'est pas que l'effectif qui pose problème, c'est aussi la capacité de l'enseignant qui a reçu une formation idoine à détecter chez l'enfant, n'est-ce pas, des gestes inhabituels, des gestes de dangerosité. Il faut leur apprendre ça. Il ne faut pas simplement se limiter à l'enseignement théorique. Donc, moi je pense que l'État a cette responsabilité-là. L'État n'a pas seulement la responsabilité d'octroyer... Est-ce que la suspicion doit s'installer entre l'apprenant et en l'enseignant? principe, non, mais au regard des faits, nous sommes tenus de prendre des mesures adéquates. Les mesures adéquates, c'est quoi? C'est par exemple la formation des enseignants, autre que cette basée uniquement sur sa discipline. C'est important. Parce que enseigner, c'est aussi, quelque part, savoir transmettre, mais au-delà, savoir lier une relation de professeur à élève. Et les élèves tout à fait calmes, sereins, qui ont soif d'apprendre, qui ont soif d'être enseignés, mais il y a d'autres qui sont là, qui font l'école missionnaire, qui sont là simplement pour créer de la merde, si j'ose dire, dans le bordel, si j'ose dire. Donc il faut, dans ce cas-là, effectivement, anticiper, prendre des mesures préventives, dire voilà un professeur qui connaît ses élèves. Bien sûr, il faut regarder la partie aussi effective, parce qu'en fait, un effectif pléthorique peut créer des problèmes d'incontrôlabilité, parce qu'un professeur qui a plus de 100 élèves dans sa classe a quand même peu de moyens pour contrôler 100 élèves. Donc il faut déjà que l'État prenne les mesures de façon à ce qu'il y ait un nombre limité. Je crois que M. Ngalibi, du temps où il était dans l'enseignement secondaire, avait pris ces mesures, mais qui malheureusement, comme d'habitude dans ce pays où on fait tout sur le papier, mais on n'implémente rien, avait pris des mesures pour effectivement qu'on limite, n'est-ce pas, l'effectif des élèves à au plus, je crois, 65 par classe. Mais malheureusement, sur le terrain, ça n'a pas été le cas. Donc il y a déjà une faute de la gouvernance, il y a une faute de l'État. Au-delà de ça... même depuis le ministre Robert Belama. Oui, en plus. Donc, vous voyez, depuis ce temps-là, rien n'a été fait de manière à anticiper, de manière à prendre les mesures préventives. Et chaque fois, vous vous rappelez l'école de Daïdo, et avant cela, il y a eu d'autres écoles qui ont fait l'objet de ces genres de scandales. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans la même optique. Donc, moi, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait des mesures drastiques qui soient prises et surtout implémentées. Parce que ce n'est pas ça qui a manqué, c'est l'implémentation. Donc aujourd'hui, ce gouvernement brille toujours par ses vociférations, c'est le gouvernement de la parole, mais on n'agit jamais. Et c'est ça le problème. Mais Ernest Galé-BBS, c'était le gouvernement, non? Mais c'est le gouvernement, malheureusement, mais il n'a rien apporté de mieux. Vous semblez lui accorder de bons points tout à l'heure. Non, il a pris des mesures théoriques, mais qui, dans l'effectivité, ne s'est jamais pratiqué, effectivement. Donc, il y a un vrai problème d'implémentation. Okay. C'est ça le véritable problème. C'est ça le problème, Colbisson, là? Parce qu'à l'évidence, on n'a pas formé ses enseignants à détecter la psychologie négative des élèves, parce qu'il avait un compas. Mais c'est un outil de travail. C'est un outil, mais justement, il aurait pu mettre l'accent sur le comportement de l'élève. Ok, rappel Ndougo sur ce qui arrive à Colbisson aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est le premier cas. Il y a un réel souci avec nos établissements scolaires. Monsieur Otou, perdre un être comme ce jeune homme qui a décidé dans une famille... Un enseignant. Où, oui, si je dis jeune homme, puisqu'il est né en 1994, oui. Dans une famille où on pouvait déjà compter sur lui pour des besoins sociaux qu'on connaît dans nos familles. Nous devons nous incliner devant sa dépouille. Mais lorsque nous l'avons fait, laissons la politique d'un côté, parlons vrai. Monsieur Otou, qu'avons-nous fait de l'éducation que nous avons reçue? Moi, Ndougou, l'enseignant était plus que le papa à la maison. Lorsque vous essayez d'être délinquant, c'est chez votre enseignant que votre papa allait se plaindre. Et vous-même, vous savez ce qui vous attendait comme correction. Maintenant, c'est nous qui achetons les téléphones, on donne à nos enfants de l'école primaire, de l'école de la classe de 4e. Ce jeune homme a été surpris avec un téléphone en classe. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas à notre tour, qu'aujourd'hui nous pensons que nous devons acheter les téléphones aux élèves de l'école primaire. Et maintenant, on pense qu'on va acheter cela au gouvernement, alors que l'éducation commence à la maison. Monsieur, tout ce n'est pas une fantaisie. Ma première fille fait terminale. Elle n'a pas de téléphone. Parce que justement, j'estime qu'il faut bien qu'elle ait le téléphone au moment où elle prend conscience de ce que c'est que le téléphone.
Vous voyez donc... Un tribunal ne sait pas encore ce que c'est le téléphone. Le téléphone existe, moi je ne voudrais pas lui offrir un téléphone. Oui, voilà. Ça là c'est moi, ma conviction à moi. Oui. Puisque je me dis que savoir ce que c'est que le téléphone, c'est d'imaginer que vous allez entrer dans les réseaux sociaux et tout ce qui s'y trouve. Il faut bien qu'elle soit consciente quand elle va voir ça, qu'elle puisse prendre la mesure de cela. Maintenant, lorsque nous avons au niveau des établissements aujourd'hui, c'est vrai, certains enseignants font des complicités avec des élèves. Ce qui n'est peut-être pas mauvais, c'est aussi ça, l'éducation, parce que quand un élève peut être délinquant, l'enseignant est à même de ramener l'élève sur le droit chemin. Ça aussi, c'est vrai. Mais maintenant, nous-mêmes, les parents, allons souvent bagarrer avec les enseignants dans les lycées, parce que l'enseignant a voulu corriger notre enfant à l'école avec le fouet. Nous, on nous disait que l'être humain, le noir, c'est le fouet. Mais maintenant, vous refusez carrément que vos élèves, vos enfants soient punis. Aimé Césaire, dans un cahier d'un retour au pays natal, disait « Battre le nègre, c'est le nourrir ». Mais bien entendu, c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Nous qui sommes sur la table, on a chacun de nous a plus de 40 ans ici. Ça veut donc dire que nous avons reçu une certaine éducation où nos parents avaient le fouet lorsque vous vous comportez mal. À l'école, il y avait également le fouet. Et puis, il y a même les parents, quand vous passez en route et vous croisez un enfant qui se comporte d'une certaine manière, vous pouvez le corriger là-bas. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les établissements. Ce n'est pas pour dire que le gouvernement travaille très bien, parce que ça aussi, il faut bien interroger comment ça fonctionne dans des établissements scolaires. Okay. Est-ce qu'on prend les dispositions en amont pour qu'on évite cela, un peu comme d'un Colbison jusqu'à Melaine, où se trouve le CHU, le temps de transporter cet enseignant et dans quelles conditions il a rendu l'âme. Vous comprenez donc que tout cela, on ne veut pas épargner le gouvernement, mais interrogeons-nous d'abord nous-mêmes parents. Ok. Cyril Sambaka, sur cette situation, comment un enfant, un apprenant peut arriver à porter main sur son enseignant? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la société? Vous avez des reproches à faire à la société aujourd'hui? Non, nous sommes partis de nos cultures, de notre façon de faire, pour arriver à tout cela. Moi, je me rappelle, à l'époque glorieuse de l'école au Cameroun, c'est-à-dire l'époque de Dame Joya, n'est-ce pas? Il y avait des enseignants éducateurs. C'est la première chose. De l'éthique? Du temps de l'éthique? Absolument, du temps de l'éthique. Il y avait des enseignants éducateurs. Et il y avait, n'est-ce pas, la responsabilité que les classes ne soient pas surchargées. Donc il fallait multiplier les lycées, etc., etc., aller vers des universités. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi, quand j'entends les gens parler de la colle de Ndam Dioya, je souris, parce que en réalité, ceux qui ont profité, n'est-ce pas, qui ont bien fait leurs études, ils sont fiers de cela. Même, nous avons rencontré des gens qui ont subi la colle, ils ont changé de filière, et dans la filière où ils sont partis, ils ont réussi. Vous voyez? Donc, l'éducation, c'est des normes. Si ces normes ne sont pas respectées, ça va dans tous les sens. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui sont drogués. Mais pourquoi est-ce que nous arrivons là? C'est parce que le pouvoir central est chiche. Vous comprenez? La décentralisation est une solution à plusieurs problèmes. La vraie décentralisation, parce que c'est celle-là qui rapproche les populations de leur administration, c'est celle-là qui permet que les gens soient partie prenante. Et c'est la raison principale pour laquelle il faut aller aux élections. Parce qu'il faut encadrer ces populations, il faut éduquer ces populations, il faut que cette population participe, n'est-ce pas, à la gestion de ces nouvelles communes qui vont aller vers la décentralisation. Toutes ces choses-là sont importantes, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, moi je dis encore, je me suis engagé. Okay. Il faut que les gens aillent voter. Aux élections. On va donc terminer un dernier tour de table avec le sujet appel au boycott du double scrutin. Vous, Charles Nga, est-ce que la réponse du gouvernement est la bonne? C'est une réponse disproportionnée, mais c'est une réponse qui questionne des faits qui sont réels. Je profite de l'occasion ici et je note que pour appeler les Camerounais à noter que l'importance des élections de proximité n'est plus à démontrer. Ce sont des élections qui impactent considérablement sur la vie des citoyens. Ce sont le conseil municipal. Pourquoi il faut être présent? Le conseil municipal est l'entité qui peut le mieux adresser les problèmes des citoyens de la localité concernée.
Et l'expérience des boycotts au Cameroun, comme vous parlez d'ailleurs, a montré que c'est une mauvaise chose. D'ailleurs, le boycott contribue au recul de l'engagement citoyen qui devient difficile et très difficile de surmonter. Donc, je profite donc pour demander aux Camerounais inscrits sur une liste électorale, pour ceux qui sont inscrits, qui n'ont pas encore récupéré leur carte, d'aller récupérer leur carte et d'aller, le moment venu, notamment le 9 février prochain, choisir la liste contenant les pays potentiels qui seront à même de défendre leurs intérêts. Je crois que le véritable engagement citoyen, c'est d'aller le 9 février voter pour ceux qui défendront vos intérêts. Et rapidement, sur le Nozo, comment ça, vous imaginez, ça va se passer comment là-bas? Sur Nozo, les populations de Nozo sont disposées à aller voter, mais sauf qu'il y a des seigneurs de guerre qui n'en veulent pas. Je pense que c'est jamais à parler de démocratie. Si tel est que on peut laisser le choix aux Camerounais, comme vous avez si bien dit, eux-mêmes laisser le droit de vote, alors je suis convaincu que beaucoup de personnes vivant de Nozo iront voter, mais dans les conditions actuelles, il sera très très difficile. C'est pour ça qu'on a pensé que s'il était possible d'organiser dans les villes régions et pas là-bas, ce ne serait pas mauvais. Célestin Djamel, on va sortir la réponse du gouvernement face à votre appel au boycott. D'abord, dire un mot sur la question, un seul mot très rapidement, sur la question de l'éducation. Oui. Parce qu'on devrait aussi associer les familles, n'est-ce pas, les interpeller sur l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Parce qu'il s'agit des enfants mineurs, dont les familles ont une responsabilité, j'allais dire même pénale, au-delà du civil. Donc il doit avoir aussi une pression sur les familles qui sont livrées à elles-mêmes ou qui livrent les enfants à eux-mêmes. Parce qu'il y a un lien entre les éducateurs que sont les éducateurs primitifs que sont les parents et les instructeurs qui sont les enseignants. Il doit y avoir une espèce d'harmonisation entre ces deux entités-là. Maintenant, sur la question du boycott. Il faudrait vous retirer la parole, Célestin Djamel, puisque vous avez choisi de revenir sur. Non, c'est-à-dire que non, j'ai fait une parenthèse très rapide. Maintenant, sur la question que vous posez, c'est pour dire qu'effectivement, on ne peut pas cultiver du cacao sur une terre enneigée. Ça veut dire que le Cameroun est une dictature peut-être conviviale, mais c'est une vraie dictature. Le boycott ne prospère pas dans ce pays avec ce régime-là. Donc il lui fallu analyser d'abord tous les points, tous les angles du boycott. Aujourd'hui, évidemment, ce qui est important... Vous parlez à qui là, Célestin Djamel? Je parle aux téléspectateurs, si vous voulez. Ah bon? Évidemment, puisque je suis à Equinox Télévision, vous avez des millions de téléspectateurs. Okay. Bon, ce qui est important... Célestin nous rejoint, c'est une bonne chose. C'est l'idée qu'aujourd'hui, c'est ma position depuis très longtemps. Vous savez très bien, vous ne découvrez pas la position de Djamel aujourd'hui. Donc, c'est pour simplement dire que moi, en ce qui me concerne, pour parler du ministre Atankadji, cet homme doit comprendre qu'il représente une nation dans un gouvernement et que ses propos induisent l'image du Cameroun. Un ministre ne peut pas dire que les Camerounais doivent aller voter, le président l'a dit. Suffit-il que le président dise qu'il faut voter, qu'il faille aller voter? Ceux qui ne vont pas voter ont les bonnes raisons de le faire. Moi, je n'irai pas voter le 9 pour des raisons qui me sont personnelles. Parce que je ne vois pas... Le président Kamto a dit aussi. Il a dit, effectivement, qu'il faut rester chez soi. Je vous dis que pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes, je dis simplement parce que... le président professeur Maurice Kamto a dit non, parce que... Non, je ne m'obéis pas à un mot d'ordre. Je dis, moi, j'assume mes propos. Je dis simplement qu'il n'y a pas en liste des partis d'opposition. Donc j'irai voter pour qui? Je vote pour le dégagement d'un système. Aujourd'hui, dites-moi en liste quels sont les partis d'opposition. Ah, mais le seul parti d'opposition selon le MRC, tant que évidemment, c'est évident. Il n'y a pas de parti d'opposition. Donc, j'irai pas voter. Donc, c'est pour cette raison-là. Le président Sambaka à côté de vous, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a personne. Attendez. Je suis en train de vous dire, moi, ma conviction personnelle. Aujourd'hui, je n'irai pas voter le 9 février parce que je ne vois pas dans la composition de liste les partis, pour moi, qui représentent véritablement l'opposition. Bien entendu, évidemment, il y a dans le champ politique camerounais des personnalités qui se sont illustrées par leur engagement contre le système. Mais globalement, les états-majors, on voit les conclusions, les accords qu'ils font en haut lieu avec le système. Non, mais soyez modeste, dont l'intégrité et l'opposition est reconnue. Comprenez? Oui. Mais Sambaka, il a beau être... Vous êtes conseiller municipal d'un parti d'opposition, Célestin. Le merci vous ne direz pas qu'il n'y a pas d'opposition. Ne participe pas aux élections, justement. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Voilà. Si le MS n'y est pas, donc il n'y a pas d'opposition. Un peu les partis en lice, pas des personnalités. Les partis en lice, des états-majors. Merci, Célestin. Et leurs relations avec le pouvoir. Raphaël Ndougo. Monsieur Autour, je voulais dire que l'élection de proximité qui va intervenir le 9 février, c'est la vraie élection. Refuser d'y participer, c'est de refuser d'éduquer nos enfants.
c'est de refuser le développement de notre pays. Parce que de toutes les façons, la Charles, décentralisation s'annonce, bien entendu. Il faut bien que les conseillers municipaux, ou alors à travers leur maire, gèrent les collectivités. Même si la décentralisation n'est pas encore effective, il y a d'abord un pas. Donc, refuser de participer, moi j'aurais voulu entendre certains dire que je soutiens peut-être l'UDC, peut-être un autre parti politique. Mais j'ai souvent coutume de dire que l'opposition au Cameroun s'oppose elle-même. Et ça fait quoi au RDPC? Le RDPC, lui, peut tranquillement rester et dire, si vous ne participez pas, nous on va prendre les places. Ne jouez pas au vierge effarouché. Vous versez les larmes sur l'opposition maintenant. Également. Nous ne sommes pas toujours d'accord parce que vous versez les larmes sur l'opposition. Cette majorité-là, c'est amusant ça. C'est pas très bien dans une démocratie. Donc, rester à la maison, c'est peut-être pas une bonne chose. Peut-être que dans les jours à venir, le président de ce parti-là prendra la parole pour dire, je vous exhorte d'aller voter les candidats de telle liste, telle autre liste, ça nous arrangerait. Mais maintenant, ils devront... Vous attendez à des consignes de vote? Pourquoi ne pas? Parce qu'il faut bien qu'il y ait le match sur le terrain. Vous croyez que c'est toujours normal de gagner comme ça? Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc comprenez donc le boycott aujourd'hui ne sert à rien. Laissons les propos de M. Atangandji. Parlons quand même Cameroun. Et il faut bien que ceux qui vont aller remplir leur devoir de citoyen aillent le faire en toute quiétude. Et le gouvernement, c'est ses missions. Jean Sambaka, oui, je dois dire. Vous voulez répondre à Célestin Diamant? Non, c'est pas Célestin Diamant. Pour lui, rien n'a jamais existé. Je n'ai pas insulté l'opposition. Je voudrais répondre. L'opposition n'existe pas pour Célestin Diamant. Parce que le MST n'est pas aux élections. Moi, je n'ai pas fait de politique en dehors de l'Union démocratique du Cameroun. Le docteur Adamou Damdouya, qui est le président, a quitté le gouvernement avant que le président Paul Biya ne soit président de la République. Et à aucun moment, on a été compromis pour quoi que ce soit. Les gens nous ont taxés de serpents à deux têtes, etc. Mais je pense que nous sommes restés sur notre ligne, la constance. Et moi, c'est ce qui me caractérise parce que c'est ce que j'ai appris à l'Union démocratique du Cameroun. Je n'ai pas deux versions pour une chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que non, l'opposition ne s'entrechoque pas. Moi, j'ai des listes. Moi, j'ai des soutiens. J'ai fait des mutualisations. Il y a des mutualisations qui sont en marche là dans tout le Cameroun. Il faut le savoir. Et il y a une très forte mutualisation qui est au niveau de la liste de l'UDC, à Douala premier. Au niveau de la liste du SDF, à Douala deuxième. L'ANDP, etc. Donc il y a des mutualisations qui se sont faites. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que les populations, quand vous allez dans les quartiers, vous vous rendez compte que, il n'y a pas d'acte de naissance, il n'y a pas de carte d'identité, et cela justifie un certain nombre de choses, parce qu'on ne peut pas avoir les statistiques des Camerounais. Donc tout ça, ça doit commencer par la mairie. C'est la mairie qui doit recenser. C'est la mairie qui doit savoir quels sont les gens qui sont dans son territoire. C'est la mairie qui doit savoir les desiderata de son territoire. Moi, depuis que je suis sur le terrain, et je peux vous dire que ces élections, je les prépare depuis longtemps. Donc, il y a pas mal de choses à rectifier. Il y a le bonheur que les Camerounais attendent. Il faut pouvoir le leur donner. Il ne faut pas chercher à aller aux élections, acheter les consciences, comme cela s'est souvent passé, et puis après, les populations ne voient rien. Ils seront partie prenante dans la gestion de la commune. C'est important. Donc je crois que c'est le premier degré, n'est-ce pas, de la démocratie. C'est la commune. Le premier degré, on ne peut pas louper le premier degré, parce que depuis que l'opposition cherche à renverser le pays au sommet, il n'a pas encore réussi. Donc il ne faut pas négliger la base. La base, c'est le développement durable. La base, c'est ça qui va permettre aux citoyens de devenir des bons citoyens. Voilà. Je m'en voudrais pas répondre à Célestin. Non, vous êtes l'opposition. Je vais donc dire ici qu'en fait, je vais dire que aujourd'hui, on voit très bien cette intolérance qu'on reproche depuis très longtemps aux militants du MRC. On voit ce pédantisme-là. Dire que dans ce pays, il n'y a pas d'opposition, des Camerounais ont de leur vie depuis très longtemps. Non, je ne suis pas. Non, c'est pas une question de Maïdem. J'ai dit que les Camerounais ont de leur vie pour qu'on puisse quand même avoir des espaces de liberté comme ceux qu'on en a aujourd'hui. Mais dit qu'il n'y a absolument rien en face, bon, je ne sais pas. Si on est en la dynamique, il faut à tout prix jouer le jeu du RDPC en disant qu'il n'y a absolument rien en face, que les Camerounais doivent dormir chez eux. Moi, je pouvais vous dire, il y a une opposition au Cameroun. Oui. Et tous les Camerounais le savent. Et les Camerounais doivent aller le 9 février voter pour faire valoir leurs intérêts. Ok, merci Charles. Merci à vous également, Raphaël Ndougou.
Merci Célestin Diamène. Merci Saint-Germain, Merci Président Sambaka, bonne chance. Merci encore. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Colbison.